tous ceux qui se sont moqués de nous. J'ai vos adresses. C'est la revanche des pros. Voilà, j'aime beaucoup parler de la revanche des pros. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeune et Brillant, le podcast en partenariat avec MCE. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je reçois Dylan ici, qui va nous raconter son parcours en lycée professionnel et comment il a fondé son association Une Voix pour tous pour revaloriser l'image du lycée professionnel, une voie qui est souvent stigmatisée mais essentielle pour de nombreux jeunes. Et on a essayé de comprendre pourquoi le lycée pro est souvent un peu vécu comme une honte par de nombreux jeunes. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Dylan, bienvenue sur Jeune et Brillant. Merci beaucoup d'être avec moi pour ce nouvel épisode. Merci à toi. J'ai pour habitude de laisser mes invités se présenter, donc vas-y, présente-toi. Alors moi, je suis Dylan Aïssi, je suis fondateur et directeur d'une association qui s'appelle Une Voix pour tous. Okay. J'ai 23 ans, j'habite à Bagneux dans le 92, qui est la future plus grande ville de France. Et t'aimes trop dire ça. Ah, j'adore dire ça. Et voilà. Ok, j'aime bien moi revenir un petit peu sur le parcours de mes invités. Du coup, t'étais où toi au collège ? Alors moi j'ai fait 2 collèges. J'ai fait j'ai fait 6e, 5e à Bagneux. Okay. Et ensuite je suis parti en sport-études. Enfin j'étais en sport-études dans le 13e arrondissement de Paris. Ah ouais, en rugby. En rugby, ouais. En rugby. Voilà, c'est derrière moi maintenant, mais ça a été une très très bonne expérience. Ça a été une très bonne expérience parce qu'en fait, tu vois, ça a été. C'est formateur le sport. Le sport c'est formateur, le rugby en particulier parce que c'est un sport qui est pensé, qui est encore vu comme un sport très bourgeois. Ouais. Mais en fait, il y a une démarche de certains clubs d'aller chercher des gars dans la banlieue proche ou moyenne de Paris. Et le 13e arrondissement aussi, c'est un arrondissement intéressant parce qu'en fait, t'as vraiment tout. Moi, je pense que c'est la première fois où je fais l'expérience de la mixité sociale pour de vrai. Dans le 13 ? Dans le 13e, ouais. Tu vois, c'était du côté de Charletti. Donc, t'avais quelques îlots de logements sociaux. En même temps, t'avais des résidences très très bien. Et tout ça se mélangeait. Voilà, donc ça a été une bonne expérience humainement. Scolairement, ça a été un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que j'étais pas un bon élève. Parce que j'étais pas un bon élève dans les 2 collèges pour le coup. Pourquoi tu te dis que t'étais pas un bon élève ? Parce que genre t'avais la flemme ou parce que tu t'ennuyais en cours ? Franchement, j'ai pas encore vraiment, j'ai pas encore déconstruit, je sais pas, mais j'ai pas assez encore de recul. Ouais, voilà, j'ai pas encore assez de recul. Tu sais, je me pose moi-même la question de me dire, parce que j'ai eu des moyennes en tout cas, j'ai eu des moyennes de fou furieux, donc je me dis comment j'en arrive jusqu'à là. J'ai pas encore tout capté, ouais. Trouvé les éléments, okay. Mais comportement note. Mauvais comportement, mais pas un comportement agressif. Je rigole beaucoup. Ouais. Je suis très 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 absent. Est-ce que t'étais comme disent les profs, un élément perturbateur ? J'étais un élément perturbateur, mais sympa pour les profs. Ouais. Donc tu vois, je pense jamais avoir fait peur à un prof. Jamais. Je pense que tu vois, par exemple, j'ai eu un conseil disciplinaire à un moment, mais je pense qu'il y a jamais aucun prof qui s'est dit lui on va le virer parce que je pense que c'était plutôt tu sais, je me suis toujours bien entendu avec eux et je suis grave avenant et puis je suis curieux, tu vois, donc quand le cours me plaît, je vais être ultra participatif, je vais vraiment participer au truc. Il y a des profs avec qui j'ai tissé de vraies relations. Et tu vois, au collège, à Georges Braque, dans le 13e arrondissement, par exemple, je fais une scolarité où je dépasse pas 8 de moyenne générale. Mais je m'entends grave bien avec mon prof d'histoire. Je monte un club de débat dans le collège. Le premier club de débat dans le collège, je le monte avec... Alors même que t'as 8 de moyenne ? Alors même que j'ai 8 de moyenne. Je le monte avec Alexis, je sais pas ce qu'il devient, mais qui était j'espère qu'il est vivant, qui était mon surveillant. J'espère qu'il est vivant, il était vieux déjà ? Ouais, il était... Non, mais ça fait longtemps. Okay. Il peut se passer plein de choses en 7 ans. Mais tu peux bader quand même. Pardon. Et tu vois, par exemple, en 4e, tu sais, donc t'as les... En 4e, je vais à l'Assemblée nationale.
Ouais. en stage parce qu'ils veulent me sortir du collège une semaine. Ils veulent pas me virer, mais ils me sortent du collège. Voilà. Genre pour te faire une petite punition, quoi. Plutôt pour eux s'aérer l'esprit, je pense. Et donc ils me sortent du collège et ils me disent parce que normalement stage c'est en 3e. Donc ils me disent t'as stage en 4e et en 3e. Et en fait les 2 stages je les fais à l'Assemblée nationale. Mais comment tu te retrouves à l'Assemblée nationale ? Je me retrouve là-bas parce que vu que t'as ton club de débat ? Non, en fait, vu que j'étais un peu, vagabond petit, j'étais beaucoup dans les structures sociales de la ville et souvent avec des personnes plus âgées que moi et voilà, donc c'est d'abord de là d'où me vient tout l'intérêt pour le débat, etc. Et par là, tu rencontres des gens de la mairie, tu rencontres des gens qui te filent des coups de pouce. Et moi, c'est l'ancienne responsable du pôle jeunesse qui m'avait branché avec un gars qui, lui, avait bossé dans un groupe parlementaire. Et donc, le lien, il s'est fait comme ça. Et ça a été une expérience folle parce que au moment où moi, j'étais en échec, j'arrivais dans un endroit très particulier, très particulier. J'avais un bureau à moi. Sérieux ? Ouais, j'avais un bureau à moi. Ah ouais, donc là tu bureau, ordi, t'as vu, je me sentais grand déjà. Ouais. Ça t'inspire ? Ça m'inspire. Ça m'inspire, on me fait confiance. Tu vois, je raconte souvent, mais le premier souvenir, c'est le bruit des chaussures contre le marbre. Tu vois, quand les gens marchent, il y a le bruit du marbre sur leurs chaussures. Et donc, c'est plein de petits éléments comme ça qui, moi, me renforcent dans mon idée que c'est des trucs qui m'intéressent. Mais en même temps, ça indique pas tout l'échec qui est le mien sur le plan académique. Ça t'a donné un élan ? Ça m'a donné un élan, ouais. Ça m'a donné de l'ambition qui se développera après. Ouais. Du coup, t'es en 4e, 3e ? Je suis en 4e, 3e. 3e, ça se passe très très mal. Ok. Je finis avec 5 de moyenne en 3e. Et après, lycée ? Après, lycée. En fait, en 4e, on m'a fait comprendre que j'allais aller en lycée pro. Donc c'est à Funnet, je crois que je sais pas si ça existe encore, mais donc c'est à Funnet en fin de 3e. Tu fais 10 vœux. Moi j'ai le dernier lycée de ma liste de vœux. Donc j'ai été refusé de tous les autres. Je me retrouve à côté de chez moi, à Montrouge, en gestion d'administration. Et t'as pas choisi ? Non, j'avais pas choisi. On est d'accord que quand on est en 3e, genre c'est un peu la punition. Enfin, moi j'ai ce souvenir, en tout cas, je suis un peu plus âgée que toi, mais quand j'étais en 3e, c'est genre pour les profs, si tu n'as pas ces notes-là, tu iras en lycée pro, c'est comme un peu une punition. Ouais. Comme quand tes parents te disaient, ouais, tu iras à l'internat quand t'es pas sage, genre c'est exactement le même truc. Ouais, c'est une punition. Franchement, c'est. En fait, c'est une punition, en même temps, c'est une humiliation. Tu vois, parce qu'en fait, dès la 3e, t'as ce moment où t'as ceux qui ont réussi, donc t'as les gagnants et t'as les perdants. Et les perdants sont vus par tout le monde comme des perdants, y compris par eux-mêmes, et y compris par les autres perdants. Et donc t'as vraiment ce truc où ton orientation, d'une part, elle caractérise ton incapacité à être bon quelque part, et d'une autre part, elle semble déterminer ton avenir professionnel, mais aussi ton avenir de vie, tu vois. Parce qu'en fait, on se dit quoi ? On se dit, t'es en pro, tu feras rien de ta vie. Et ces choses-là, en plus à ces âges-là, c'est des choses qui sont, tu vois, qui sont violentes, qui disent beaucoup, qui sont pas anodines. Et donc c'est tout ça qui joue. Et tout. Exactement, exactement. Donc moi, quand j'arrive en premier jour de classe, quand j'arrive au lycée. Tu connaissais des gens ou pas ? Est-ce que je connaissais des gens ? Il y avait des gens que j'avais déjà aperçus. Ouais. Mais en fait, donc toi, t'as pas choisi d'aller dans cette... Moi, j'ai pas choisi. On t'a dit, tu vas là parce que t'as 8 de moyenne, quoi. Tu dirais que c'est une orientation subie ? Ouais, en fait, on dit même pas que tu vas là. C'est vraiment, t'as à Funlet, t'as 10 vœux. Moi, je me retrouve à être refusé de 9 établissements. En plus, c'est un classement. Tu vois, donc je me retrouve vraiment avec le dernier, lycée Jean Monnet, à Montrouge. Et donc c'était totalement subi, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que l'orientation subie, c'est le fait en fait, ça se joue aussi dans ces en fait, quand t'as cet âge-là, t'as pas 10 établissements ni 10 filières que t'as envie de faire.
les 3 premières sont Bien des sûr. filières que tu souhaites faire. Le et puis système est fait de façon à ce que de toute façon tu subisses si t'as pas de niveau, quoi. Exactement. Donc premier jour, j'arrive et en fait déjà tu te rends compte que t'es qu'avec des gens qui sont dans la même situation que toi, sociale, scolaire, financière. Donc on est tous pareils, tu vois, on est tous pareils et ça se ressent immédiatement. Tu vois, il y a pas d'engouement à être là. On est tous punis, on a tous la tête baissée. En même temps, on sent qu'on va pouvoir s'amuser. Tu vois, c'est le paradoxe, ça rigole trop. Moi, j'ai passé trop de bons moments. T'as vu, j'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs parce que je me suis trop amusé. Mais tu vois, c'est pas forcément les bonnes raisons. Et donc ma seconde se passe pas très bien parce que moi, je l'ai encore en travers de la gorge cette orientation. Donc je sens que je me dis que je suis pas à ma place. Donc ça se passe pas très bien avec les profs et à un moment je vais partir, je vais arrêter et voilà, et j'ai ma prof de français, Madame Guimau, et d'autres personnes qui me poussent à rester. Et donc là il y a vraiment une autre étape scolaire et humaine qui s'engage parce que on rentre dans on rentre dans d'autres relations et ce qui est super intéressant avec à observer avec les profs, ouais. Et ce qui est super intéressant à observer en lycée professionnel, c'est d'abord le profil de professeur. Et donc soit t'as des profs, je vais être franc, soit t'as des profs qui sont là parce qu'ils ont moins d'heures à faire que s'ils étaient en général. Ça existe. Soit t'as des profs qui subissent aussi le fait d'être prof en lycée pro. Parce qu'ils n'ont pas eu le concours pour... Parce qu'ils n'ont pas eu le concours pour aller en général. Mais t'as énormément... soit t'as des profs qui rompent une carrière professionnelle, mais aussi t'as énormément de profs qui sont là par vocation pour le lycée professionnel. Et c'est super intéressant parce que du coup, ça fait que tes cours que tu vas avoir en lycée pro ont été pensés pour les élèves qu'on est et qu'on incarne. En même temps, t'as des profs qui ont été ça, qui sont passés par la désillusion et qui ont totalement baissé les bras. Moi, j'en ai vu. Je crois d'ailleurs que le prof avec lequel j'étais le plus proche, mon prof d'anglais, c'était un prof qui me disait qu'il y avait des élèves qui avaient rien à faire à l'école, qui avaient abandonné l'idée que la scolarité, ça pouvait être une réponse à quelque chose. Qui disait, en fait, il y en a qui n'ont pas le niveau pour être à l'école. Tu vois, on n'a rien à faire ici. Qui n'ont pas le cerveau formaté aussi. Exactement. Pour être déjà dans une classe, genre toute la journée, quelle horreur. Non, mais lui considérait, tu vois, que certaines personnes ne devaient pas avoir accès à l'école. Okay. En fait, il avait été brisé dans son ambition en tant qu'enseignant. Mais ce qui faisait que, du coup, il avait tellement perdu espoir dans l'instruction de l'anglais qu'on faisait tout un tas d'autres choses, mais qui étaient tout aussi instructives, finalement. On faisait beaucoup de débats, on regardait des films, on regardait aussi beaucoup de films sociaux. Okay. Je me souviens d'un film en plus qui, avec le recul, me semble être leur propre trajectoire, qui s'appelle Detachment et qui raconte un prof aux États-Unis qui arrive dans un collège, un établissement très compliqué, un prof remplaçant. Voilà, on débattait, on regardait des films, on faisait plein de choses qui n'étaient pas académiques mais qui étaient tout aussi éducatives. Voilà, ça c'est pour le côté positif. Moi j'ai tendance à dire maintenant que c'est toujours une école de la vie. C'est vraiment comme ça que je l'appréhende parce que t'as une densité d'histoire, de parcours, de difficultés dans un espace réduit, déterminé, qui fait que en fait tu te remets en permanence en question sans même le voir. Tu vois, par exemple, le fait d'être entouré d'élèves, ce qu'ils appellent allophones, donc des élèves qui viennent de l'étranger et qui parfois ont des parcours de vie de ouf, tu vois. Ça en fait ça te rend forcément humble. Moi je me souviens d'un camarade en seconde qui était réfugié guinéen, qui était réfugié politique et qui à un moment a pris la parole juste avant de devoir déménager pour s'excuser auprès de toutes les personnes qu'il avait pu blesser. Et t'as vraiment ça, genre tu les vois charbonner comme des fous, les gars dans le bâtiment, voilà, c'est vraiment une école de la vie où en fait très rapidement tu rentres dans le dur de l'existence, quoi.
Ok. Et toi, pourquoi justement on peine encore aujourd'hui dans notre société à avoir une vision positive du lycée pro ? Parce que le lycée pro, il raconte tout ce que on est incapable de faire et tout ce qu'on ne veut pas penser politiquement. J'ai donné un exemple que moi-même j'ai pensé récemment. Aujourd'hui, on a des éléments sur l'espérance de vie en fonction du métier. On a des éléments sur les personnes qui exercent ces métiers-là. On a la question de l'épanouissement au travail. Est-ce que dès le collège, on est capable de dire qui va vivre jusqu'à 60 ans, 65 ans, 60 qui va vivre plus ou moins longtemps? Parce qu'en fait, c'est ça qui est déterminant. Tu vois, si t'es dans les métiers du bâtiment en lycée pro, tu vas vivre moins longtemps que les autres. C'est sûr. Et en fait, la question centrale, c'est celle de l'épanouissement. Est-ce qu'on envisage une société qui a l'épanouissement au cœur de son modèle de travail? Ça, c'est impensé. Parce que pour toute personne qui s'épanouit, il faut des gens qui s'épanouissent moins ou des gens qui s'épanouissent pas du tout. Et on a totalement accepté le fait que le travail, c'était de l'effort, c'était dur, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, une des forces du lycée pro, c'est d'être en mesure de rapidement faire assimiler le fait que le travail n'est pas un espace d'épanouissement, que c'est un devoir pour nourrir sa famille, pour avoir parfois pour faire quelque chose, pour de la dignité, etc. Mais que c'était pas un endroit où on s'épanouit, tu vois. Et donc en fait, t'as des générations entières de gens qui se persuadent qu'il est impossible de s'épanouir au travail et pour qui la principale attente, c'est la fin de la journée et c'est la retraite, tu vois. Et donc c'est premier élément, et puis c'est aussi la capacité qu'on a à pouvoir mettre la même ambition dans toutes les trajectoires. Parce qu'on imagine des lycéens pro, ingénieurs, président de la République, ministre. Aujourd'hui, t'as pas de ministre et je suis lycée pro. Tu vois. T'en as aucun et t'en as jamais eu ? T'en as eu un, il s'est fait assassiner. Wow. C'était qui ? C'était Bérégovoy. Ok. Et genre, il y en a jamais eu ? Non, je crois qu'il y a un mandat, il y a un prix qui a été mis sur la tête des ministres issus de lycée professionnel. Donc t'aimerais bien devenir ministre, toi ? Et pas pour finir comme lui. Mais pourquoi pas, hein. Tu as déjà pensé ? Ouais, j'y ai déjà pensé. Et du coup, il y a eu des réformes quand même sur le lycée pro. Et toi, est-ce que... bon, j'imagine, je sais à peu près ce que tu vas me répondre, mais est-ce que tu penses que elle répond ces réformes aux besoins réels des élèves ? Je pense pas que ça a été la vocation de cette réforme de répondre Maintenant que tu poses la question comme ça, hein, parce que je mets... Bah, c'est bien triste. Ouais. En fait, pour te raconter, nous, du coup, sur le travail de plaidoyer, on a d'abord beaucoup investi de parlementaires. Et ensuite est venue cette réforme du lycée professionnel. Ouais, du coup, si on peut juste faire un petit... Donc toi, tu nous disais tout à l'heure que tu as fondé Une Voix pour tous. Ouais, c'est ça. C'est quoi cette association ? Tu peux juste nous... Notre travail, c'est de contribuer à la transformation de la voie professionnelle. Et donc on a à la fois un travail d'expérimentation où on à partir d'hypothèses qui parfois sortent de nos propres trajectoires, on teste des choses grandeur nature. Donc on a une expérimentation sur l'accès à l'enseignement supérieur, une autre sur la gouvernance des établissements scolaires. Donc les deux entre le Val d'Oise, la Somme, la Guadeloupe, Marseille et l'Essonne. On a une bourse à Marseille, on a un programme éducatif à Garges-les-Gonesse, on a un club des pros qui est une communauté d'anciens élèves de lycée professionnel, et puis on a tout le travail sur les politiques publiques. Donc comment est-ce que on intègre concrètement la vie institutionnelle. Moi, entre parenthèses, j'ai vraiment eu tous mes stages, je les ai faits dans le secteur des politiques publiques, en lycée professionnel. Mais t'arrivais à avoir les contacts ? Mon dernier stage, avec des gens à qui je tiens beaucoup, dans une agence parisienne, et notamment une grande dame qui s'appelle Florence de Sauce. Okay. Ils m'ont accueilli, ils n'avaient jamais évidemment
eu de stagiaires issus de lycée professionnel, je me souviens que quand ils m'accueillent, ils comprennent pas ma candidature. Ah ouais? Et donc ils m'accueillent pour ça. Parce qu'ils ont pas compris. Parce qu'ils ont pas compris. C'est ouf. Mais en fait, ils ont pas compris quoi, genre que tu postulais à ce... Ouais, mais en fait, c'est naturel. Moi, je suis en bac pro, gestion administration. Je postule dans une agence de lobbying. C'est pas normal. Tu vois. Mais ça, c'est la France aussi. C'est censé l'être. Mais en fait, on a tous des réflexes... tu vois, je leur en aurais pas voulu s'ils n'avaient pas reçu ma candidature. J'aurais été frustré, mais je leur en aurais pas voulu. Parce que eux, peut-être que dans leur quotidien, ils ont pas ces éléments de compréhension. Ouais. Tu vois. Et évidemment, sur le plan des compétences, sur le plan de... Parce que tes stagiaires... Moi, j'étais en terminale, mais en fait, ils reçoivent pas de lycéens déjà en stage. Tu vois, ils reçoivent pas de lycéens en stage. Et faire mes stages dedans, faire tes stages dedans, ça te montre... C'est un travail, hein. Mais en même temps... c'est ultra accessible. Donc nous, le parti pris de l'association, c'est dire on va fonctionner comme une agence de lobbying. Okay. Et donc, tu vois, on travaille dans le lobbying, c'est en partie comprendre le fonctionnement des institutions, mais comprendre les interactions qu'il y a au sein de l'institution, manger avec les gens, déjeuner avec les gens, boire des cafés, c'est aussi simple que ça. Et donc, Faire un réseau. Faire un réseau, ouais. Et en fait, tout se fait simplement. Tu vois, par exemple, je vois des organisations mettre des moyens déments sur ce qui est appelé plaidoyer, avoir des équipes de fous, avoir des process de monstres. Mais en fait, quand le parlementaire, quand la cible comprend tes enjeux et que vous êtes aligné, il suffit de 2 messages pour monter quelque chose. Et vraiment, une question écrite au gouvernement, c'est une question que tu tapes en 2 lignes, tu l'envoies, s'ils sont OK, ils la déposent. Un amendement, c'est la même chose. Une proposition de loi, c'est un peu plus de travail, mais si y a la fenêtre de tir, ça peut se faire de la même façon. Ouais, mais toi, ils te calculent pour... Comment t'expliques ça ? Moi, parce qu'il y a quand même plein d'autres assos qui sont pas dans ton cas, hein, que personne calcule. Hein. Ouais, mais en fait, je pense que l'associatif a trop fonctionné dans l'émotion. Ah ouais ? Tu vois, moi je me dis, si t'arrives devant un gars et que t'as une plus belle cravate et un plus beau costume que lui, même si tu lui dis les plus grandes singeries, il va t'écouter. Ah ouais ? Ouais. C'est comme ça que tu t'es fait ta place, tu dirais ? Parce que tu comprends ses interactions. Et il comprend qu'il peut te parler. Tu vois, même si t'es radical, même si... mais en fait, il comprend que... en fait, tu vois, on est souvent... En tout cas, on a souvent été simplement dans la demande. Ou simplement dans l'exposition de ce qui ne va pas. L'école est raciste. Ok. Mais en fait, le député, il a toute la journée, il y a que des gens qui lui exposent des problèmes. À quel moment tu viens lui présenter des solutions, tu vois ? Ça, je suis d'accord. Et lui présenter des solutions en comprenant que t'as des niches parlementaires, en comprenant que t'as des choses qui peuvent être poussées par le Parlement, d'autres qui peuvent pas l'être, en comprenant que t'as des sujets qui sont dans tel que... Tu vois, en fait... Tu lui mâches le travail, pour le mâcher le travail, et évidemment il faut un peu de travail. Et donc ça, je pense que c'est ce qui est facilitant parce que nous on leur simplifie aussi la tâche, et surtout on vient pas en disant tout est noir, on vient en disant c'est compliqué, mais nous on a des propositions de transformation et on va vous les exposer, tu vois, et on est même prêt à les penser ensemble, etc. Et donc ça a été facilitant. Et donc sur la réforme du lycée pro, nous on avait investi le parlementaire beaucoup. Mais il y a la ministre qui a été nommée. Nous, on arrive en fait un peu dans les négociations autour de la réforme. À ce moment-là, on va voir le directeur de cabinet un soir à 21h. On reste deux. Il te reçoit quand même. Ouais, en fait, il nous reçoit. Mais en fait, ça a été une séquence super intéressante parce que on se voit 2 heures. Entre 20h30 et 22h30. Et nous, on est bouillonnant. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on était encore en colère parce qu'on a lancé l'assaut sur de la colère beaucoup. Donc en fait, ça se passe pas bien. Et on a le sentiment qu'il est en train de nous mentir.
On se rend compte qu'il y a de la marge de manœuvre, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent bouger. Il y a des choses qui bougent. Rapidement, je pense qu'on a construit un lien de confiance, tu vois, donc rapidement, je dis, ok, mais je veux rencontrer un ministre. Après, rapidement, je dis, on travaille ensemble, mais à condition qu'on puisse te présenter 40 élèves de lycée pro, on l'amène, tu vois, donc il dit, ok, il mobilise tout le cabinet de la ministre un samedi de 9h à 18h. Il dit, vous allez écouter des élèves de lycée pro, vous parler, et tu vois, à la fin de la journée, tout le monde était bras dessus, bras dessous, parce que, en fait, chacun s'était compris, même si ça s'est pas, même si tout ne s'est pas transformé politiquement, parce que, aussi, en fait, c'est aussi ce qui est compliqué à accepter, c'est que t'as des ministres, en fait, tout le monde n'a pas une marge de manœuvre infinie. Et donc, il faut aussi être en mesure de savoir ce que tu peux obtenir et de savoir ce que tu ne peux pas obtenir. Et une fois que t'es clair sur ça, et une fois que lui sait que t'es au clair sur ça, bah là, il y a de l'interaction intelligente qui peut se mettre en place. Et donc, nous, on a poussé des éléments sur la réforme. C'est quoi les éléments que vous avez poussés, par exemple ? On avait poussé la mise en place des options en lycée professionnel. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant, là où en général on peut avoir des options théâtre, cinéma, etc., c'était impossible en lycée pro. T'as aucune option ? T'avais aucune option. Ok. T'avais aucune option. Maintenant t'en as ? Maintenant t'en as. Ok. Maintenant, t'en as, on avait poussé la question. C'est hyper injuste. Ouais, en fait, c'est comme la philo. On avait poussé la philo en lycée pro. C'est injuste, mais tu vois, c'est des questions qui étaient pas pensées, qui avaient pas été pensées. Donc, on se retrouvait dans des situations où, par exemple, quand on organise un échange entre des élèves et le ministère, il y a le chef de cabinet de la ministre à l'époque qui dit que c'est la première fois qu'il entend parler d'orientation subie. Sur un sujet où c'est la thématique centrale. En fait, il le dit pas avec mépris, il le dit pas avec hauteur. Il le dit avec étonnement, genre ? Il le dit avec étonnement et presque avec sensibilité, parce qu'il venait d'entendre 10 élèves qui racontaient des trajectoires de destruction par l'école. Donc il dit, putain, moi c'est la première fois que j'entends parler de ça. Tu vois, un peu honteux même. Et donc on a poussé cette question. Malheureusement, en fait, les prérogatives du ministère permettaient pas de pouvoir avoir un impact suffisant sur ces enjeux-là. Mais voilà, on a poussé ça, on a poussé d'autres trucs dans le cadre parlementaire, dans le cadre d'autres ministères aussi. On a bossé avec l'ancien ministre de l'Industrie dans le cadre du projet de l'Industrie verte. C'est comme ça que tu fais tes recommandations ? Genre, D'abord, on les réfléchit. Ouais. Donc en fait, on n'y va jamais. C'est moi, mes acolytes. T'en as beaucoup ou pas ? Ouais, on a un petit groupe. Okay. On a un petit groupe. C'est des gens que t'as rencontrés dans le lycée pro ou c'est des gens avec qui t'as grandi plus les deux. Dans le cadre perso ? Les deux. Ok. Les deux. Les deux. Mais on partage tous à peu près la même histoire. Ok. Donc c'est des gens avec qui t'avances depuis très jeune, quoi. Ouais, c'est ça. C'est important quand même d'avoir un bon entourage. Mais c'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Surtout dans ce type d'aventure. Toi, ils t'ont suivi dans l'aventure, quoi. Ouais, ils m'ont suivi dans l'aventure et ils me suivent encore. Et en fait, en fait, ça te donne de la force ça te donne une force monstrueuse parce que ça te permet d'avancer et surtout ça, tu vois, déjà ça te renforce ta colonne vertébrale et donc tu sais que tu le fais pas pour rien et que tu le fais pas pour personne et en plus ça te donne un cadre même personnel et psychologique. Donc c'est indispensable et tu vois c'est important que quand on a 40 propositions si tu veux de politique publique, de transformation de politique publique, donc c'est 40 propositions qui ratissent assez large pour pouvoir se dire comment est-ce qu'on arrive à transformer le lycée pro et l'école par le lycée professionnel. Et donc ça nous permet de dire quand on va aller rencontrer quelqu'un, un responsable politique, on sait quoi lui dire et on sait pourquoi est-ce qu'on veut lui dire ça. Ok. Et justement, toi, tu t'es jamais senti un peu stigmatisé avec cet assaut, justement, en mode des mecs du lycée pro. Enfin, est-ce que t'as déjà senti ça ? Non, parce que attends, c'est intéressant. Alors auprès des décideurs publics et privés, jamais. Jamais. En fait, j'ai surtout ressenti de l'étonnement de voir qu'on pouvait se structurer et qu'on n'était pas des pleureuses.
tu vois. En fait, qu'on vient pas juste à dire vous êtes des méchants racistes, tu vois. En fait, les choses sont complexes. Donc, tu vois, tu peux aller voir une entreprise dire pourquoi est-ce que mais en fait, même ça se trouve que le DG a pas de pouvoir sur. Enfin, en fait, t'as tellement d'éléments qui complexifient des structures qui elles-mêmes déjà sont complexes. Et donc ça, on se doit de pouvoir l'appréhender pour pas se prendre un mur. T'as aussi la forme qui est super importante. Et moi, j'ai vu tellement de syndicalistes étudiants aller au ministère en t-shirt avec des pulls, mais en fait qui s'en foutent parce qu'ils peuvent se permettre de s'en foutre. Ouais, toi mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que toi tu te sens, enfin, toi tu pouvais pas te permettre. Mais on est obligé d'être carré, justement parce qu'on sait que t'as vu, chaque truc c'est une exception. Mais ça c'est un problème déjà, non? Mais c'est un problème dans l'absolu, mais après il y a 100 millions de problèmes, tu vois. Oui, en fait, je peux pas juste me dire c'est un problème, j'en veux au système. Mais en fait, le système, c'est aussi moi, c'est tout le monde, tu vois. Parce que je pourrais très bien dire j'ai pas envie de correspondre au système, donc je vais y aller tu vois. Mais t'as cette force d'esprit et cette confiance en toi quand même pour aller. Enfin, faut avoir le courage, tu vois ce que je veux dire. Après, je m'efforce pas, ça aussi c'est important. Ouais. C'est-à-dire que je me force pas à mettre une chemise, un costume, tu vois. J'aime bien, tu vois. C'est aussi c'est important, ça l'explique aussi. Ça l'explique aussi. Mais alors j'ai senti plus de difficultés dans l'écosystème associatif mobilisé sur l'égalité des chances. Et sur toutes ces thématiques. Et c'est super intéressant parce qu'on a eu exactement la même expérience quand on a lancé l'expérimentation avec Sciences Po Paris, de critiques très pointues sur cette expérimentation venant de personnes qui avaient bénéficié de trajectoires d'ouverture sociale. Parce qu'en fait, je pense que tu as simplement... tu vois, en gros, nous, on n'a pas de diplôme. Et on peut pas mentir sur qui on est, sur d'où on vient, sur les expériences qui sont les nôtres. Et jusqu'à récemment, t'en avais peu qui étaient réellement dans ce type de parcours-là, tu vois. Les rares personnes, enfin les personnes issues de l'immigration, issues de milieux défavorisés ou très défavorisés, les rares personnes issues de l'immigration étaient rarement issues de milieux défavorisés. Et donc t'avais un peu cette confusion qui était faite. Donc t'avais beaucoup de choses qui étaient inventées, etc. Et tu vois, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est quand même que t'as des personnes qui se sentent en danger par l'émergence, indépendamment de moi, mais de personnes qui... ah mais ça c'est clair. Qui sont réelles dans ce qu'ils racontent, tu vois. C'est sûr qu'ils ont peur. Ouais. Et c'est quoi... Est-ce que tu as un souvenir marquant sur ce que vous avez fait avec Une Voix pour tous dernièrement? Ah, j'ai trop de souvenirs marquants. C'est pas un souvenir, mais c'est un truc qu'on s'est dit avec un frère à moi. On a fini une journée et on regardait des petits jouer au foot. En fait, on s'est dit en fait, on est des privilégiés de fou. En fait, la réflexion, c'était on a le privilège de se construire nos souvenirs dans le cadre de notre activité pro. T'as des gens qui sont obligés d'attendre la fin de la journée ou les vacances, etc., pour se construire des souvenirs, tu vois, des moments, des mémoires, de la mémoire. Tu vis de ce que tu fais ce que t'aimes en fait. Je fais ce que j'aime et je me construis des souvenirs dans ça. Tu vois, j'ai des images qui resteront gravées à vie. Ça, c'est sûr que c'est un privilège. C'est un privilège monstrueux. Nous, on a un souvenir. J'en ai tel. Je dirais, cette année, la semaine dernière, on a fait un hackathon de l'orientation où t'as 350 élèves qui ont bossé sur des propositions de loi. Et chaque classe avait 2 rapporteurs. Et les voir sur scène, ça a été fabuleux. L'année dernière, on avait organisé aussi un grand hackathon de l'orientation à l'Assemblée nationale. Où là t'avais plus de 100 élèves qui toute l'après-midi avaient retourné l'Assemblée pour pouvoir sortir des propositions sur la lutte contre l'orientation subie. Et en fait pareil, en fait
Tu vois, des psys qui prennent leur place. Souvent, ce qui me marque le plus, c'est quand on arrive dans une classe. Moi, je viens toujours et on engage des discussions sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et là, en fait, là, les petits se dévoilent. En même temps, c'est douloureux. Et en même temps, c'est magnifique. Tu vois, parce que parfois, même les enseignants découvrent... T'es une sorte de psy, en fait. Ouais, c'est ça. Même les enseignants découvrent la douleur de leurs élèves. Tu vois ce que je veux dire ? Et les élèves découvrent qu'ils sont pas les seuls dans cette situation. Et ça, c'est important de se dire que dans ma classe, en fait, on s'est tous déjà pris une moquerie parce qu'on était en lycée professionnel, tu vois. On a tous déjà été humiliés par rapport à ça. Et ça, c'est des trucs qui sont vraiment, vraiment forts. Et nous, ça nous rebooste, tu vois. Tous les jours, on a des coups de boost parce qu'on avance sur une trajectoire qui est juste. Tout à l'heure, je regardais l'Instagram de Une Voix pour tous, et il y a une vidéo où il y a un jeune qui dit qu'il a des potes qui lui disent ouais, t'es en lycée pro, t'es une merde et tout. C'est là, mais c'est pas des potes. Ouais. C'est pas des potes à toi, ça. En fait, c'est parfois t'as des humiliations qui sont conscientes. T'en as vécu, toi ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Quand t'as beaucoup d'anciens de plus âgés qui sont passés par Bac Pro ou BEP et qui te raconteront qu'ils réinventaient des noms à leur filière. Ah ouais ? Donc personne disait. Parce qu'ils assumaient pas ? Parce qu'ils assumaient pas. Moi, histoire vraie, un soir je suis dans le bus, il y a un daron qui avait un peu abusé sur les canettes, qui parle à tout le monde, et il me dit, toi tu fais quoi ? Moi je dis, je suis en SES. Tu vois, dans le bus. Je le connaissais un peu, il y avait du monde. Il me dit, je suis en SES. Tu vois, je voulais pas dire que j'étais en pro, devant les gens, tu vois. Et beaucoup aussi, tu vois, c'est pareil, c'est pas malveillant, mais beaucoup de gens qui, quand tu leur dis que t'es en pro, ou que t'es en pro, ah, t'es en pro ? Ah, je pensais pas. Tu parles bien pour un pro, tu vois. T'as beaucoup ça, hein. J'ai eu beaucoup ce type de réaction. Aujourd'hui encore. Mais tu vois, c'est pas tout le temps des choses qui sont pensées pour faire mal, mais c'est la reproduction de plein d'éléments, de plein de biais, de plein de préjugés sur les personnes. Moi, les débats les plus intéressants que j'ai eu dans la classe, dans ma vie, c'était en lycée professionnel. Parce qu'en fait, t'as une majorité de personnes qui ont été écorchés dans leur existence. Et donc ça te pousse dans tes retranchements. Tu vois, en fait, c'est d'une intensité qui est à la fois terrible et à la fois incroyable, tu vois. Parce que t'as des choses qui devraient pas se passer, qui se passent. Tu vois, par exemple, le fait d'avoir des bagarres tous les jours dans ton établissement. Il y a vraiment des bagarres tous les jours ? Moi, à une période de ma scolarité, t'avais des bagarres tous les jours. Tu te battais, toi, ou pas ? Non. Moi, enfin, il y a eu un épisode, mais c'était pas à moi directement. Enfin, t'as eu une bagarre générale. Mais moi, je suis pas un bagarreur. C'était une bagarre générale au lycée ? C'était pas au lycée, c'était contre des jardiniers. Ah, ok. C'était contre des jardiniers. C'était contre des jardiniers en sport. Parce que, grave intéressant, aparté, mais en fait, nous, Montrouge, c'est une ville bourgeoise. Ok. T'avais pas d'élèves de Montrouge. On allait en sport et on était dans un stade qui accueillait un autre lycée privé. Et donc, on était les Zoulous, tu vois, qui arrachions tout en cours, et les autres venaient uniforme, droit, couraient. Tu vois, t'avais vraiment cette image. Et en fait, je crois, fin d'année, il y a un jardinier qui pète les plombs, il vient dans notre vestiaire, ça commence à se... Enfin, voilà. Mais en fait, t'as de la violence. Là, je regardais le rapport repères et statistiques de l'éducation nationale 2024. T'as 10 fois plus d'incidents graves en lycée pro qu'ailleurs. Ah ouais. Mais en fait, ça raconte quelque chose. Tu vois, ça raconte quelque chose. Ça raconte des vies. En fait, t'as des choses qui devraient pas se passer, mais qui se passent. Et en fait, quand t'es dans le bon, quand ça te renforce, parce que tu vois, quand t'arrives à observer, quand t'arrives à savoir ce que tu peux en retirer, en fait, ça devient une source de force qui est folle, tu vois. Toi, t'en as fait ta force, en tout cas. Ouais, parce que
Parce que l'après-lycée a été très violent. Pour moi, je suis allé en licence de sciences politiques après. Voilà, j'étais un ovni parce que t'avais pas d'élèves de lycée pro. Surtout pas dans cette filière. Et il y en a 3 qui ont continué les études. Dans ta classe ? Ouais. Et t'en as plus qui ont eu d'autres formes de trajectoire. Il y avait des filles ou pas ? Il y avait... Ouais, nous, en fait, si tu veux, gestion, commerce, vente, c'est des filières mixtes. Ouais. Quand tu vas sur du adhésion à la personne, t'as 99% de filles, 98% de filles, et les autres trucs, c'est très genre. Mais t'as ces filières. Très genré, quoi. Ouais, c'est ça. Mais t'as ces 3 filières qui sont des filières. Et c'est pour ça que c'est celles qui sont le plus peuplées. Parce qu'en même temps, elles portent sur rien. C'est-à-dire que t'apprends des trucs, tu vois. Moi, maintenant, je suis presque expert de Excel, mais t'as personne qui travaille en gestion d'administration. Je crois qu'il y a une fille dans ma classe qui travaille en gestion d'administration aujourd'hui. Donc c'est des classes très mixtes. Mais en fait, moi, quand je suis allé en licence, je m'attendais à l'effort. Moi, j'ai kiffé parce que je travaillais. En plus, c'était un truc que j'aimais beaucoup. Donc je passais du temps à la bibliothèque. J'étais devenu, tu vois, j'étais devenu un étudiant. Mais en fait, c'est violent quand tu te rends compte que tout ce contre quoi on te dresse quand t'es enfant, ça devient réalité pour certaines personnes. Donc en fait, tu vois tes potes, tu vois plein de personnes aller sur du taf alimentaire. Et ce qui est encore plus douloureux, c'est que tu te rends compte que c'est pas... Ça a jamais été une option pour toi ? Non, jamais, non. Jamais. Tu te rends compte que pour eux, pour certains, je l'espère pas, mais pour certains, c'est pas temporaire. Tu vois, en fait, t'as l'impression que le film est fini. Tu vois, je me souviens, bac, personne le fait. On le fait pas. Ah ouais ? Ouais, on le fait pas. Mais pourquoi ? Mais parce que... Parce que c'est pas une victoire, quoi. Un bac pro, ça se fait pas. Ok. Tu vois. Je veux dire, t'as une entrepreneur, je vais pas dire son nom, mais qui m'avait dit que son père lui avait dit qu'elle avait pas fêté son lycée, son bac professionnel. Qui m'avait raconté ça. Et donc t'as l'impression que c'est la fin du film. Tu vois, que là où pour certaines personnes, l'obtention du bac c'est le début, pour d'autres c'est la fin. Tu vois, c'est le Graal qu'on a touché. Et donc on rentre dans la vie active. Ok. Et t'es optimiste là, toi, pour le futur de la voie professionnelle ? Je sais pas. Comment tu vois les choses ? En fait, j'ai des baisses d'optimisme parce que toucher au lycée pro, c'est se forcer à toucher au monde du travail. C'est de se forcer à toucher à des intérêts économiques, évidemment. Parce qu'en fait, les gens sont formés à des métiers et quand les filières sont intéressantes, c'est de l'emploi, donc de l'argent. Changer la conception du travail, puis changer le rôle de l'éducation nationale. Il y a peu de personnes qui sont prêtes à s'engager pour des travaux aussi importants, aussi denses, aussi lourds. T'en trouves quand même, t'es bien entouré. Ouais, mais en fait, mais pas assez, tu penses ? C'est compliqué d'avoir de la vision parce que dire on va changer l'école, on va transformer l'école, tu vois, c'est pas anodin. C'est sûr. C'est pas anodin. On avance sur des trucs très précis, mais on sait que c'est un travail de fou furieux, tu vois. Passer au-delà des intérêts politiques. Parce qu'en plus, c'est un sujet qui est assez consensuel politiquement. Mais se dire, demain, tu vas créer une filière intelligence artificielle en lycée professionnel. Ok, mais il faut mobiliser la branche professionnelle, il faut voir quelles classes elles seront fermes pour pouvoir les ouvrir, et donc aller voir les branches pro qui vont être des filières qui vont être fermées, dire vous aurez tant de personnes formées en moins dans votre secteur d'activité, mais dire ouais mais ça représente tant de milliards, comment tu vois, c'est compliqué. Mais en fait il faut avancer, essayer de manger ce qu'on peut manger, tu vois, vraiment prendre ce qu'on peut prendre, parce qu'il y a des choses à prendre malgré tout. Et puis si dans 10 ans on a obtenu 60% de nos propositions, on a gagné ce qu'on a gagné, ouais. Et justement, si tu pouvais changer une chose là immédiatement dans le système éducatif, ce serait quoi ? Orientation. Retirer aux profs la décision de l'orientation. Ok. Ouais.
Et c'est quoi est-ce que tu as un message aux jeunes à faire passer là? Tous ceux qui se sont moqués de nous, j'ai vos adresses. C'est la revanche des pros. Voilà, j'aime beaucoup parler de la revanche des pros parce que c'est une revanche intergénérationnelle et que il y a beaucoup de blessures, que il y a beaucoup d'humiliation, il y a beaucoup de vies qui ont été brisées en fait, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de l'école au lieu d'en être bénéficiaires. Donc nous on est là pour engager cette revanche des pros. Ok, merci beaucoup Dylan. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant, le podcast en partenariat avec le média MCE. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucun épisode.